Au fur et à mesure que les choses s'accélèrent, que les choses se complexifient, on a tendance à aller de plus en plus vite, à prendre le chemin le plus court pour penser et pour agir. C'est ce que j'appelle dans mon jargon le raccourcisme. Bonjour à tous, vous êtes sur le média À bout de taf. Aujourd'hui, je suis avec Ibrahima Fall, double entrepreneur, dirigeant et surtout activiste du travail réel. Bienvenue Ibrahima pour cette session d'interview et de conversation à moteur rompu. Je me doute que ça va être croustillant comme d'habitude avec toi. Merci Boutaina de me recevoir. Très très ravi d'être aujourd'hui ici pour discuter de plein de choses. Nous sommes tous les 2 au bureau, du think tank, l'Institut du travail réel. Pour, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller découvrir. C'est un écosystème, qui, œuvre pour, la connaissance et la promotion du travail réel. Sam Altman a confié il y a pas longtemps, au micro d'un podcast que si notre travail était remplaçable par l'IA, c'est qu'il n'était pas un vrai travail. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Norbert Wiener, donc le père de la cybernétique, disait il y a une cinquantaine d'années, quelqu'un en concurrence avec du travail de machine devra accepter les conditions économiques du travail de machine. Donc voilà, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, lorsqu'on est en concurrence avec la machine, tôt ou tard, la machine finira par prendre les devants. Mmh. Prendre les devants sur, le fait que, on vient de passer un cap depuis plusieurs années, mais avec le Covid qui a été accéléré, le fait que le travail ne semblait plus tangible, matériel. Nous sommes, on va dire, tous les 2, mais pas que, je pense que beaucoup de on va dire d'auditeurs ou de youtubeurs, vont constater aussi, que leur métier fait partie de métiers, on va dire, cognitifs, de métiers de la matière grise, pas forcément relationnels simplement, pas forcément manuels automatiquement. Tous ces métiers-là autour du service ont été taxés d'être des bullshit jobs, de ne pas avoir, de réel. Je pense que dans tous les métiers, il y a du prescrit et il y a du travail réel. Donc, on a créé un institut qui s'appelle l'Institut du travail réel. Pour faire quoi? Pour mettre en exergue le fait que travailler, ce n'est pas que produire, c'est aussi se produire. Et qu'il y a, comme le disent les ergonomes, une irréductibilité du travail réel au travail prescrit. Donc, si n'importe quel job, n'importe quel boulot, si vous faites exactement ce que les process, les procédures, les modes opératoires vous disent de faire, ça ne marche pas. Travailler, c'est toujours rajouter quelque chose, enlever quelque chose, interpréter quelque chose dans une prescription. Donc le vrai travail, c'est ça. Le travail réel, bah, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la difficulté qu'ont les organisations à mettre en place des environnements qui permettent aux uns et aux autres de mettre de l'intelligence pratique dans ce qu'ils font, c'est-à-dire d'être capable de négocier le réel eu égard aux difficultés que l'on a au jour le jour dans le travail. Je pense que le vrai sujet, ce n'est pas qu'il y ait des bullshit jobs, parce que c'est très personnel ça. Voilà, qui décide qu'un job est bullshit ou pas? Le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on donne aux individus la capacité de mettre en œuvre leur intelligence pratique? Parce que travailler, c'est ça. C'est mettre de ce qu'on est dans ce qu'on fait pour se reconnaître dans ce qu'on fait. Donc, je trouve que ce slogan, ce quasi-slogan bullshit job, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais je pense qu'il faut le dépasser, il faut aller beaucoup plus loin. Le vrai enjeu, c'est de faire de telle sorte que lorsqu'on travaille, quel que soit le travail, il n'y a pas de saut métier. Quel que soit le travail, qu'on puisse être capable de mettre en œuvre son intelligence pratique. Et ça, c'est le vrai enjeu. Et de toute façon, c'est pourquoi toi comme moi, on fait partie de ce think tank-là, dont l'objectif est de réfléchir sur le travail réel, parce qu'on pense que ce qui permet à une organisation d'avoir une performance soutenable dans le temps et productrice de santé, c'est la reconnaissance du travail réel, et les transformations aussi passent par le truchement du travail réel. Alors je suis, en prise, au quotidien avec,
des responsables RH, des managers, de proximité comme, des, managers dirigeants et à chaque fois, que vient la question de la qualité du travail, qu'elle se pose, qu'on analyse ce qui se passe, le plus difficile, c'est, d'œuvrer contre, entre guillemets, de militer parfois, contre une tendance à la surbureaucratie, à la surprescription du travail et quand je tente humblement, de sensibiliser que le fait de prescrire ne veut pas dire que ça sera dans le réel et encore moins intéressant, sur le plan de productivité, de la performance, même en calquant, on va dire, sur les variables, de décision propres à une organisation. C'est difficile parce qu'il y a une tendance qui est enfin, quasiment pavlovienne à vouloir décrire le moindre détail d'une journée d'un travailleur et d'un collectif du travail. Ça vient d'où ce Bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons et une des raisons, c'est qu'on a du mal, on a beaucoup de mal à avoir la politique de notre pensée. Dans tous les discours des dirigeants, des managers, on entend qu'il faut mettre l'homme au centre. mmh, Voilà, c'est un poncif. Mettre l'homme au centre, ça veut rien dire. Mettre l'homme au centre, si ça veut dire quelque chose, c'est d'abord commencer par arrêter ce que j'appelle le traitantisme. Le traitantisme, c'est cette propension, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a des choses à faire, au lieu de traiter le travail, de traiter les situations de travail, on traite les individus. Donc on a une tendance très forte qui consiste à penser qu'une fois qu'on a mis en place une procédure, ça marche. C'est comme le réflexe qu'ont certains hommes politiques. Quand il y a une difficulté, on vote une loi. Voilà. Et pour moi, ça, c'est un phénomène très profond. Et donc, si on n'arrive pas à se dire que on n'est pas en mesure, même logiquement, de répondre à un problème organique par une réponse technique, bah, on continuera, comme on le dit, à bricoler dans l'incurable, au fait. Je mmh, pense que la vraie difficulté, bah, c'est ça. mmh. Comment on passe d'une logique de personnalisation à une logique de traitement du travail. Traiter les situations de travail est bigrement plus compliqué que de traiter les individus par du coaching, par de la formation, par de la procédure, etc. La procédure, elle est importante. Mais la procédure, c'est basé sur voilà, un idéal. Et l'idéal se heurte toujours au réel. Et donc, on revient à la première question que vous m'avez posée. Il faut que les gens soient en capacité de mettre en œuvre une intelligence pratique qui permet de compléter la procédure. Voilà. Et ça, malheureusement, il n'y a aucun référentiel qui vous permet de le mettre en œuvre. Parce qu'on a aussi tendance, même si on croit que l'humain est central, à technocratiser les singularités, donc par des référentiels de soft skills ou autres. Voilà. Alors que les recherches en sciences du travail nous montrent que l'intelligence pratique qu'une personne met en œuvre pour satisfaire une tâche est souvent en avance sur la conscience qu'elle en a et donc sur sa verbalisation. Mmh, Donc il y a une mmh. limite fondamentale des référentiels et de cette velléité à être dans du traitantisme voilà, pour tout et pour n'importe quoi. Il y a quelques jours, j'étais avec, une équipe, de dev et qui se plaignait que la partie la plus difficile dans leurs tâches, dans leur projet IA, c'est de pouvoir, aller au-delà du prescrit. Mmh. Parce qu'ils décrivaient qu'il y avait des échecs liés au fait que les personnes ne leur cachaient, Mmh. ce qu'il fallait faire, ce qu'ils faisaient et j'ai ri face à ça parce que ce n'est pas nouveau que les travailleurs, ne disent pas, consciemment, inconsciemment, comme tu venais de dire, que, parfois ils ne peuvent pas juste le verbaliser parce que voilà et ils ne l'ont pas conscientisé, ça fait partie du geste, de l'habitude, de ce qu'ils ont vu et le dev en question me dit: «Mais je rêverais un jour pour réussir mon projet IA, d'avoir un journaliste et une caméra qui viennent et qui filment l'espace de travail et ce que font les gens
au travail. Et là, je le regarde et vraiment, j'ai eu un fou rire parce que je disais, mais déjà, ils vont changer d'attitude parce qu'ils vont voir la caméra. 2, c'est pas très éthique, soit dit en passant, mais bon, voilà. Et ensuite, il y a toute une question de: est-ce qu'on peut vraiment transposer par de la surveillance le réel? Sinon le manager le saurait. Moi, je suis très amusé par toutes les discussions sur l'IA parce que ça me rappelle en 1830, lorsqu'on est Tu y passé, étais. j'y étais pas, mais j'ai un peu vu, lorsqu'on est passé de la Mmh. plume d'oie à la plume de fer. Il y a eu tout un débat chez les écrivains. Certains disaient on, on ne pourra plus penser avec la plume de fer. Voilà, on pourra plus prendre le temps de réfléchir. On va tous être cons, etc., etc. Avec des pour et des contre. Une chose est claire, plume d'oie ou plume de fer, si on n'a rien dans la tête, ça ne changera rien. Avec l'IA, c'est pareil. Avec l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que le monde change, comme disait Gaston Berger, mais l'homme, il continue. Et donc, tout l'enjeu de l'IA, c'est qu'on soit capable d'avoir l'intelligence qui nous permet de l'utiliser à bon escient, en ayant une vraie conscience du fait que le maximum d'efficacité justifie le minimum de liberté. Or, le minimum de liberté ne permet pas la coopération, c'est-à-dire tirer profit de l'ensemble des intelligences autour d'une table. Et c'est ça le paradoxe. Et donc, lorsqu'on met en place de l'IA dans une organisation, il faut rehausser la pensée. Il faut rehausser le niveau de l'organisation pour éviter que l'IA soit la radicalisation de plus des processus et des procédures. Donc, pour moi, le vrai enjeu, il est là, au fait. Comment on fait pour que lorsqu'on intègre l'IA, on peut prendre un exemple très simple. Une organisation qui fonctionne bien, c'est une organisation qui marche sur ses deux jambes. Une jambe structurelle, les processus, les procédures, les modes opératoires, c'est important, c'est fondamental, parce que ça crée de la cohérence, ce sont les liens, et une jambe gauche qui est la jambe organique. Voilà, ça crée les liens, Mmh. ça crée la cohésion. Et donc, lorsque vous mettez en place de l'IA, vous venez impacter forcément la jambe droite, c'est-à-dire les structures. De ce fait, il faut éviter que ça hypotrophie la jambe gauche. Et Mmh. donc, comment on essaie de trouver une balance, pas un équilibre, mais une sorte de grande harmonie entre les deux dimensions. C'est ça l'enjeu. Et ça nécessite de rehausser le niveau de pensée. Ça nécessite de rehausser le niveau de l'organisation. Et c'est difficile. Et il faut du temps pour réfléchir. En parlant d'imagination, l'entreprise contre la connaissance du travail réel, l'humain d'abord ou le syndrome du sacrifié en premier. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Pour, ceux qui nous écoutent, tu travaillais dans le conseil et même dans des secteurs, on va dire, métiers auparavant. Tu as fait, te ton doctorat. Qu'est-ce qui t'a amené dans ces différentes expériences? Ensuite, tu as créé une start-up. Enfin, dans ces différents écosystèmes très riches, très différents, à accuser l'entreprise de méconnaître le travail réel. Je ne sais pas si j'accuse l'entreprise, mais en tout cas, je fais un constat. Mmh. Le constat est que, et je pense que tout le monde peut le faire, on n'a jamais eu autant de consultants en management, de coachs en management, de cours de management dans les écoles politiques, etc., etc. On a du management partout. J'ai cru même, lire qu'on en avait 40 d'étudiants qui venaient des filières, entre guillemets, «management». 20% des étudiants du supérieur dans le monde sont dans les filières de management. En France, je parlais, oui, Voilà, effectivement. C'est énorme. c'est quand même pas rien. Donc, on a une explosion du management dans tous les sens. Et de l'autre côté, on a parallèlement une hausse des maux du travail. Burnout, bore-out, désengagement, etc., etc., etc. Et même
malheureusement des suicides. Mmh mh. Ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche Mmh. dans le corpus de management. Il y a quelque chose qui cloche. Mmh. Mon constat, c'est de dire qu'on a beaucoup travaillé dans ce que les chercheurs nomment une épistémologie de la production. Mmh. On a produit beaucoup de théories, beaucoup de lois pour les objets. Et on a moins fait ce que les chercheurs nomment une épistémologie de la réception, c'est-à-dire travailler sur la personne même. Un grand auteur que j'aime, qui est cité dans le livre, qui s'appelle Karl Kraus, disait que les bonnes idées sont sans valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la personne qui les a. Mmh. Et donc, si on n'est pas capable de former les individus pour qu'ils passent à d'une conception, d'un certain humanisme à la réalité, c'est extrêmement compliqué. Et pour passer d'une conception très idéaliste des choses, parce que personne n'est contre l'humain au centre, personne. Personne n'a envie d'avoir dans son organisation des mots du travail. Donc pourquoi aujourd'hui, on a le contraire de ce qu'on veut? L'hypothèse moi que je fais, c'est de dire que on ne prend pas en compte le travail réel. Parce qu'il est beaucoup plus facile de piloter par du prescrit que de piloter par le travail réel. Et donc, parce que dans les sciences de gestion et du management, qui est aujourd'hui extrêmement spécialisé, on a perdu de vue que les pères fondateurs étaient arc-boutés au réel. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des disciplines, voilà, l'ergonomie, la psychologie du travail, la clinique de l'activité, etc., Qui ne sont pas connus par les qui ne entreprises. sont pas connus par les entreprises, voilà, qui travaillent sur ces sujets-là et qui produisent des choses de qualité. Et ils nous disent quoi? Toutes ces disciplines nous disent quoi? On ne peut pas manager à bon escient si on ne part pas du travail réel. Les alpinistes le savent, le pied le plus sûr et le pied le plus bas placé. Et donc, ce que j'ai voulu dire dans ce livre-là, c'est grosso modo, bah, il y a une école, c'est-à-dire une école d'une certaine conception du management qui est pour moi une sorte de traitement pastoral des êtres humains, qui a aujourd'hui les honneurs. Et de l'autre côté, on a un traitement horticole des êtres humains qui considère qu'il ne suffit pas de bien prescrire pour bien faire, et que pour bien faire, il faut mettre en place une intelligence pratique. Voilà. Et donc, cette conception, cette école a de l'honneur. J'aimerais faire de telle sorte que cette conception-là ait aussi les honneurs. Parce que je pense que sa conception du réel et du travail est la bonne. Travailler, ce n'est pas que produire, c'est se produire. Et l'homme n'est pas une ressource. Mais comment arriver à convaincre un dirigeant qui a, des actionnaires, qui l'attendent au tournant, des investisseurs, un marché, et qui va valoriser ou pas, l'entreprise, plus un ou moins un. Comment le convaincre de ce regard-là, au moment même où on fait une forme, même d'IA washing en disant, que ceux qui, ne sont pas compatibles, avec, l'IA vont disparaître, tous les métiers, on va dire, qui sont dans le réel, de la relation client, des fournisseurs, de la production? C'est quoi le rôle du dirigeant aujourd'hui? Le rôle du dirigeant, c'est d'œuvrer pour le présent, pour le futur, en tenant compte du passé et dans un contexte où l'expérience donne de moins en moins de certitudes. Or, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que les choses s'accélèrent, que les choses se complexifient, on a tendance à aller de plus en plus vite, à prendre le chemin le plus court pour penser et pour agir. C'est ce que j'appelle dans mon jargon le raccourcisme. C'est le fait de penser que la vitesse, c'est la qualité, Mmh. mais il y a pire, c'est le fait de sacrifier la parole et la bonne théorie, c'est-à-dire les deux ingrédients qui vous permettent de rendre intelligible le réel.
Et donc, pour moi, l'enjeu fondamental pour les dirigeants, c'est de réintégrer comme actif stratégique deux choses totalement tombées en désuétude, la parole, c'est-à-dire que si on veut piloter, si on veut penser le futur, penser le pire pour l'écarter, bah, il faut être capable de connaître le vécu des gens. Mmh. Et le vécu, ça passe par la parole. Et pour rendre intelligible ce vécu, il faut de bonnes théories. Aujourd'hui, bah, dans les organisations, en tout cas dans beaucoup d'organisations, quand vous traitez quelqu'un de théorique, c'est une peine de mort quasi symbolique. De théorique ou d'intellectuel? Ou d'intellectuel. Ah, il était trop intello, hein, Voilà, franchement. voilà. Ça, fais simple, Ce qui fais est, simple. ce qui est une folie. C'est-à-dire que même pour prendre toute la mesure du concret, il Mmh. faut de bonnes théories. La théorie ne s'oppose pas à la pratique, elle la suppose. Et quand je vois les ayatollahs, ce que j'appelle les ayatollahs du pragmatisme, penser que il y aurait trop de théories, non, il n'y a pas trop de théories. Une théorie, elle est soit vraie, soit fausse. Ce qui en plus, les gens ne connaissent pas, il y a des philosophes pragmatiques. Oui, bien Non, sûr, mais bien c'est un sûr. courant dans la Ah oui, philosophie. oui, C'est oui, c'est juste qu'on encore, l'a bien oublié sûr. parce que ce mot est devenu tellement dans notre quotidien Ouais. qu'il est passé à la trappe. C'est marrant que tu parles du courant philosophique, le pragmatisme. Il y a un de ces grands penseurs, William James, qui disait que il faut être sensible aux cris des blessés. Il faut être sensible aux cris des blessés. Ah oui. Qu'est-ce qui permet d'être sensible aux cris des blessés? Ah, c'est d'écouter le vécu des gens. C'est d'avoir de l'imagination et de la sensibilité. Paul Valéry, il disait que sentir, c'est produire. Et donc, je trouve totalement hallucinant aujourd'hui de séparer la théorie de la pratique. Lorsque vous avez une porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'avez pas la théorie de ce qu'est une porte. Il y a même des portes que vous ne pourrez jamais ouvrir parce que vous n'avez pas la théorie de ces portes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les sciences, même ceux qui se prétendent pragmatiques, dans les sciences, il y a différentes théories qui sont arrivées bien avant la physique appliquée et qu'on ne découvre que 50, 100 ans plus tard dans les faits en termes de résultats, alors que effectivement on pourrait dire mais ce n'est qu'une théorie, ça n'a jamais été vérifié, c'est une fake news. Aujourd'hui, on pourrait traiter ces théories de fake news. Et ça, je trouve que c'est fascinant de voir que ces sciences-là dures, on donne toute leur place à la théorie, alors que entre guillemets les sciences molles, donc les sciences sociales, les sciences de gestion, les sciences humaines, on va dire entre guillemets, ne donnent pas du tout la place entre guillemets à la théorie, comme si c'était quelque chose de d'infamant et de non scientifique. Je trouve que c'est une folie parce que comme je l'ai dit, la théorie, c'est ce qui permet de rendre intelligible les faits, le concret. Et donc, il n'y a pas de séparation possible entre la pratique et la théorie. Je pense même que le problème est plus profond. Oui, c'est la capacité d'abstraction en fait d'un dirigeant. On finit par penser que analyser et calculer, c'est penser et réfléchir. Jean-François Lyotard, le grand philosophe, avait l'habitude de dire que dans un monde où avoir du succès, c'est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, celui d'en faire perdre. Et je trouve que le raccourcisme qui consiste à avoir du dédain pour la parole, avoir du dédain pour la théorie, ce sont les ingrédients qui aujourd'hui font qu'on n'arrive plus à prendre le temps de penser. Et je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe à une chose. Même Aristote, quand même connu pour être quelqu'un qui a pensé des choses extrêmement complexes, qui traversent le temps. Aristote pensait que les femmes avaient moins de dents. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il savait, alors qu'il a eu 2 femmes dans sa vie. C'est pas lui qui disait qu'il souffrait grâce à sa femme et que c'est comme ça qu'il a réussi à être un bon philosophe? Je me rappelle plus, mais en tout cas, il s'est marié à 2 reprises et il n'a pas eu l'idée
de de dire à compter les sa dents. femme, est-ce que je peux vérifier si tu as le même nombre de dents que moi? Donc, je trouve que beaucoup de dirigeants font cette erreur-là. Ils pensent qu'ils savent, Mmh. alors qu'ils ne savent pas. Et donc, pour savoir, il faut écouter le travail. Ça passe par la parole. Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, c'est un monde aujourd'hui de la subjectivité, du relativisme, de la vérité alternative, heu, de de l'identité personnelle, et ça se voit, dans les écosystèmes professionnels, dans les organisations. Mais d'une certaine manière, on échappe aux sensibles. Enfin, on ne veut pas s'intéresser à cette attention, vers la vie des gens, la vie professionnelle, Mmh. ou personnelle. De là à écouter vraiment, ce que nous disent les salariés, c'est très compliqué et la difficulté à abstraire. Moi, je me rappelle, en t'écoutant, ça me rappelait un exemple, de souffrance au travail en tant Mmh que mh. consultante. C'est, et ça peut paraître complètement anecdotique et caricatural, mais le nombre de fois où j'ai souffert à écrire une slide avec des bullet points, Mmh. parce que extraire le réel que j'ai observé, que j'ai analysé, que j'ai, schématisé même, que j'ai pu, on va dire, conceptualiser auprès, des Mmh. clients, Mmh. heu, pour le faire valider à mon manager en bullet point. Mmh. Et ça me semblait, mais d'une réduction, comme tu dis, d'un raccourcisme, Mmh. Mmh. heu, qui en plus une violence pour la personne qui doit l'écrire, mais aussi pour les personnes qui ont vécu, qui ont passé du temps à nous expliquer, à témoigner, à partager ce Mmh. vécu-là et tout d'un coup le résumer en 3 bullet points. Est-ce que finalement ces outils Microsoft, enfin, ou autres, hein, peu importe, on les a tellement utilisés, usés que du coup, ils nous poussent à raccourcir notre pensée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut aller vite. Dans tout outil, il y a une sorte de métaphysique forcément, forcément. Et donc moi, ce que je dis très, très souvent, il faut moins de PowerPoint, voilà, et plus de paroles partagées sur le travail, PPT, voilà. Et tu parles de l'arbre. Mmh. Tu peux nous en dire plus? L'arbre à palabres. Je pense que la difficulté qu'on a en France sur la coopération, parce qu'on en parle aussi beaucoup de cette notion, la coopération, en général, dans les organisations, on ne coopère pas, c'est plutôt de la coactivité, voire quand c'est très bien de la collaboration, mais C'est quoi la nuance? la coactivité, c'est qu'on s'entraide, Mmh. on s'aide. La collaboration, c'est qu'on a une tâche en commun, mais nos activités sont très séparées. Voilà. Coopération, c'est qu'on s'articule dans l'exécution des activités et dans l'exécution de la tâche, au fait. Voilà. Et donc, la difficulté pour moi, elle est très fondamentale, c'est que si on veut prendre la mesure du réel, il faut organiser une certaine prise de parole. Le but du jeu, c'est pas de prendre en compte toutes les singularités une par une, écouter tout le monde, parce qu'on ne peut pas écouter tout le monde. Par contre, il faut des endroits où on peut être vu et entendu. Mmh. Et donc, pour être vu et entendu, il faut des espaces de délibération sur le travail. Il y a plein de noms, espace de délibération, espace de discussion, etc., etc. Moi, j'appelle ça une parole partagée sur le travail. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que pour moi, le rôle du manager, c'est ça. C'est d'abord organiser, voilà, un environnement qui soit capacitant. Et un environnement n'est capacitant que s'il permet, entre autres, de discuter du travail, de délibérer, comme Yves Clos le dit, sur les critères de qualité du travail bien fait. Donc oui, je pense qu'une ingénierie de la parole est essentielle au-delà des outils qui sont très utiles, mais qui ont leurs limites, qui ne peuvent pas tout faire. L'arbre à palabres, c'est très africain. Donc la difficulté que l'on a aujourd'hui en France, c'est que pour que les coopérations prennent, il faut mettre en place dans les organisations l'arbre à palabres africain, c'est-à-dire importer une sorte de culture qui n'existe
pas dans le pays. Et je pense que c'est une Et des raisons pour lesquelles c'est difficile bah, après, je sais pas si ça n'existe pas, ça n'existe pas sous cette forme, sous cette forme. mais on avait l'habitude de dire que pendant les grèves, les syndicalistes mangeaient des merguez et que Mm. c'était important. Enfin, c'était d'une certaine manière, leur arbre à palabres. Mm. La machine à café, on l'a caricaturé, mais c'était un arbre à palabres. C'est vrai, c'est vrai. On l'a caricaturé avec des sketchs, enfin voilà, on l'a même retiré, on l'a remise. La cantine était une forme d'arbre à palabres. Mm. On se retrouvait, il y avait même, ce qui était toujours marrant dans certaines organisations, on ouvrait des cantines, dans l'entreprise, mais en fait, les salariés partaient à la brasserie d'en face ou, au PMU, je sais pas, à la cafétéria, mais d'en face, en dehors de Mm. l'entreprise et ils parlaient, de leur journée, de leur travail et moi j'avais même cette, habitude de dire que si je voulais des décisions, et je le dis encore, c'est avant la réunion. Mm. Il faut pas la mais avant Mm. la réunion Mm. et on se retrouvait dans les couloirs, avec les membres, du CODIR, du COMEX, du comité de pilotage, mais en dehors de la salle de réunion, parce qu'il y avait une forme de, pour expliquer aussi aux éditeurs pourquoi on fait ça, c'est parce que tout d'un coup on sort des codes. C'est vrai. On n'est pas dans cette posture-là, avec nos statuts, voilà, et tout d'un coup on détend et on parle en fait du travail tout simplement. Je pense quand même qu'il y a une vraie différence entre la manière dont on peut parler Mmh mh. dans certains cénacles, lorsqu'on dîne, on déjeune, Mmh. etc., et la manière dont on parle lorsqu'on parle sur le travail. Bien sûr. Lorsqu'on parle sur le travail, on élabore des règles de travail et des règles de vie qui s'imposent à nous. Donc on donne notre parole aussi. Et donc je pense qu'il y a une dimension solennelle de confiance qui n'existe pas forcément Mmh. lorsqu'on parle autour d'une machine à café, etc. Mmh. Et je pense que discuter, délibérer sur les critères de qualité du travail bien fait, cela s'organise au fait. Mmh. C'est pas quelque chose qui se fait de manière spontanée. Il y a des règles, il y a des Mmh mh. techniques, il y a une manière de prendre en compte les différences Le statut. de statut, il y a une manière de prendre en compte le fait qu'on soit une femme ou un homme, parce que les besoins ne sont pas les mêmes lorsqu'on est une femme ou un homme dans le travail, etc., etc., quand on est jeune et quand on est moins jeune. Donc, toutes ces composantes de la société, du travail, il faut les prendre en compte lorsqu'on délibère sur le travail. Donc, il y a une ingénierie à avoir qui, et je pense qu'il faut s'y former, au fait. C'est pas juste on se réunit, on discute, voilà. Parce que sinon, on aurait résolu beaucoup de problèmes depuis très longtemps. Là, le vrai enjeu, c'est de les ancrer, ces espaces-là, dans le cadre du travail, avec une production de règles de vie et de règles de travail qui s'imposent à tous, et bâtir ainsi une vraie confiance qui va permettre, dans le feu de l'action, malgré les contingences du réel, de coopérer, non pas une coopération de survie, mais une coopération très vivante. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, aujourd'hui, quand on analyse les données de l'IA, le besoin relationnel est tellement fort que ça fait partie des premières requêtes, que vont utiliser les utilisateurs, pour, parler à l'IA. Ça va être pour régler les problèmes du quotidien et pour vider leur sac, Mm. en fait. Et c'est là où on voit que, heu, la nature a horreur du vide. Comme il n'y a pas cet espace-là au au niveau professionnel et on le voit, dans notre quotidien, quand on analyse les espaces professionnels, quand je pose la question: «Est-ce que vous avez des rituels, des moments où vous vous retrouvez, où il n'y a pas forcément, d'agenda spécifique à atteindre, juste vraiment se créer du lien, Mm. entre vous et qui pilote ça?» Les réponses, varient et c'est plutôt institutionnel, ça va être le manager et donc avec le carcan qu'il y a autour, parce qu'on n'ose pas tout dire et dehors, par contre et ce que j'ai découvert aussi, c'est que
en parallèle de ça, en parallèle de ces moments-là, en fait, les salariés s'envoient des messages. Leur arbre à palabres est digitalisé. Il est Mmh. sur WhatsApp, il est sur, Teams, en chat et il se fait en parallèle et les managers sont au courant d'une certaine manière. Ils voient tout d'un coup les attitudes changer, les mots qui circulent, mais à une rapidité incroyable et les séquences, qui, se répètent et ils ne font rien parce que c'est tellement installé que le comportement, On a un choc entre, la puissance de nos outils et l'archaïsme d'un outil comme la parole, est d'un qui est besoin. de plus en plus indispensable. Il a Mmh. toujours été, mais qui le sera de plus en plus. Donc comment on fait la jonction entre des technologies puissantes, sophistiquées, et cetera, et une technologie archaïque, qu'est la parole, qui est un besoin Le verbe, et qui est aussi une solution. au début, il y a le verbe. Les 2 tel verbe. Voilà. Comme quoi, parfois le plus simple, c'est de revenir au livre. Comment tu décrirais ton travail aujourd'hui? Moi, je fais beaucoup de choses, donc je me définis très souvent en plaisantant, mais Mi j'y figue, mi crois raisin. vraiment. Je suis un joueur de flûte à un trou. J'essaye de faire passer le management dans le trou du réel. Voilà. Donc, avec, du conseil, auprès des organisations, de l'activisme du travail réel auprès des pouvoirs publics, des grandes entreprises, de la formation dans les écoles de commerce, des écoles, plutôt d'ingénieurs, et cetera. Donc voilà, je me définis vraiment comme un genre de flûte à un trou, parce qu'en France, on aime vous mettre dans des étiquettes. Voilà, le trou dans lequel je veux mettre le management, c'est le trou du travail réel, parce que je pense que le management n'est pas juste un problème, n'est pas juste un enjeu pour les organisations privées, c'est aussi un enjeu de société, parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui tendent à montrer qu'il y a un lien de corrélation entre la manière dont on vous manage dans vos organisations et le vote aux extrêmes ou pas. Mmh. Et donc, c'est un sujet qui nous dépasse tous. Voilà. Donc, bien sûr, ça permet aux organisations d'avoir une performance plus durable, productrice de santé, mais ça permet aussi à la société dans laquelle évoluent ces organisations-là d'être un peu plus saine. Ou le fait que voilà, je fais de l'activisme pour management par le travail réel. Mais que peut faire du coup un intellectuel auprès d'un dirigeant? Donc, en plus, toi-même dirigeant, donc il y a cette empathie, cette compassion que tu peux établir, mais un dirigeant, d'ETI, ou d'entreprise, de CAC 40, quand il te sollicite, il ou elle, hein, Mmh, 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 un humain, mmh. un humain te sollicite, hem, est-ce que c'est pour, retrouver une forme de culture générale? Parce qu'on le voit, on le perçoit, ou alors, c'est pour, avoir, cette altérité qui va peut-être lui inspirer du courage? Qu'est-ce qui va se Bah, passer? je me définis pas forcément comme un intellectuel, mais comme un praticien réflexif. Mmh. Je pense qu'un bon praticien, je pense que c'est Yves Clos qui disait ça. Un Mmh. bon professionnel, c'est celui qui dit ça dépend. Oui, ça Voilà, m'avait non toujours parce fait qu'il sourire. est nul, parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il a fait le tour de la vraie question. Donc je pense qu'être capable de prendre du recul sur sa profession, euh, sur son expertise, c'est important. Voilà. Mais en France, on met dans des cases, vous êtes un intellectuel, C'est vous plus êtes, facile, c'est plus c'est plus facile, facile. c'est plus Voilà. facile. Je, Mais aussi parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre des intellectuels s'intéresser au travail parce que ce sont aussi des professionnels. Parce que généralement, alors je vais prendre des pincettes, alors les personnes qui vont s'exprimer sur la place publique n'ont pas travaillé dans le privé. mmh, mmh, Soit c'est parce que c'est des enseignants, soit c'est parce que c'est des écrivains, soit parce que c'est des hauts fonctionnaires, mais ils n'ont pas travaillé dans le mmh. privé, ni gravi des échelons, ni connu des échecs professionnels, dans des projets, voilà. Et donc, c'est facile d'avoir un regard, on va dire, il y a qu'à faut que. Mmh. Mais les intellectuels professionnels d'une certaine manière,
se sont assimilés assez vite, on va dire, entre guillemets, avec du conseil, parce que on vend de la matière grise aux dirigeants. Enfin, c'est notre rôle, de la culture générale même parfois. J'ai envie de renouer avec ce qui a existé en France. Il y a un personnage très important dans l'histoire du management en France qui s'appelait Octave G. Ligné. C'était le patron de l'entreprise Ségos. Mmh. Et on lui doit le premier bouquin en France avec un titre où c'était marqué Management. Il a écrit un excellent bouquin qui s'appelle Morale de l'entreprise et destin de la nation. Lorsque vous lisez cet ouvrage, vous vous dites, est-ce que c'est un penseur? Est-ce que c'est un praticien? C'est quoi? J'essaye humblement à mon niveau de renouer avec cette histoire-là. Le fondateur d'Alstom, Oui, Auguste de Teuf. oui, j'ai acheté Voilà, son livre en plus. Auguste de Teuf. Oui. Auguste de Teuf, lorsque vous lisez les ouvrages, vous dites, mais c'est pas possible, c'était pas un polytechnicien. Oh que si. Et d'ailleurs, il On n'a n'hésitait rien contre pas les polytechniciens. il n'hésitait pas à chaque fois à dire que lorsqu'on est un technicien, Mmh. il faut des humanités. Mmh. Parce que les humanités vous permettent ce que la technique ne vous permet pas, c'est-à-dire la nuance. La souplesse infinie de la vie ne peut être saisie que par la nuance. Et donc oui, je pense que la France a eu dans son histoire ce genre de profil-là. Oui, il y a une tradition, même d'une forme de patronat, humaniste, qui se décrivait pas comme tel parce que ça semblait, enfin, évident. Il n'y avait pas de quoi étiqueter, patron humaniste, sur sa bio LinkedIn à Exactement. l'époque. Et surtout, ils lisaient. Moi, Oui. ce que Ils je écrivaient vois, et ils ils écrivaient. écrivaient. Ce que je vois, c'est que les gens lisent et écrivent de moins en moins. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais avec les dirigeants avec lesquels je travaille? Je les accompagne sur des projets de transformation de manière très concrète. Mmh. Mais ça commence aussi par converger vers une grammaire commune. Mmh. C'est quoi une transformation? Est-ce que le sens se donne? Très vite, on est sur des sujets théoriques, comme on dit, mais pratiques. On sait depuis bien longtemps que le sens ne se donne pas. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des programmes de sens, des programmes d'actualisation du sens. Et donc tout ça, il faut en parler avec eux pour qu'ils se rendent compte qu'on ne donne pas du sens avec de grands discours. Les gens donnent du sens dans ce qu'ils font par rapport aux conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et donc, où est la théorie, où est la pratique? Je pense qu'un bon manager, un bon consultant est un praticien de la théorie. Ça me fait sourire parce que hier, j'étais en rendez-vous, il se peut qu'elle se reconnaîtra et je décrivais mon travail en disant que j'accompagne aussi des dirigeants Mm. effectivement, voilà, à prendre la parole sur des projets de transformation parce que il me semblait que c'était difficile comme exercice et elle me dit: «Mais du coup, ton travail, c'est de la communication». J'ai réfléchi, je lui ai dit: «Bah, effectivement, c'est la partie visible de l'iceberg, mais la perception de ce que veut dire, heu, créer du sens, du commun, la mémoire, de ce travail, de cette transformation, de décrire même la stratégie, la vision, en fait, tout d'un coup est encapsulé en un mot et c'est pas faux dans l'absolu. Ce n'est pas faux. La vraie intelligence est synthétique. Oui. On ne peut pas rendre compte de la vie sans prendre en compte la vie. On travaille dans une organisation, on travaille sur de la vie. Mmh. Donc, pour travailler sur de la vie, il faut avoir une intelligence synthétique. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est la culture générale, Mmh. qui est pour moi fondamentale si on veut résoudre les problèmes qu'on a à résoudre, et même au-delà, parce qu'aujourd'hui, les problèmes, on peut les résoudre. C'est-à-dire, un problème, c'est quoi un problème? C'est technique. Voilà, un problème technique, on peut y arriver. Par contre, la vraie intelligence, ce n'est pas résoudre un problème, c'est formuler des problèmes. Donc, ce qui permet de formuler des problèmes, c'est l'imagination et la sensibilité. Mmh. Et donc ça nécessite de la culture générale. La Mais culture générale nous permet d'avoir un jugement qui soit correct. être sensible aujourd'hui, c'est quasiment, avoir du courage.
Bah, être Pour un sensible, dirigeant, hein, ah oui, assumer au marché en disant, voilà, je vais être un dirigeant sensible. je pense que un des aspects de l'intelligence, c'est qu'elle s'appuie sur la sensibilité. Paul Valéry disait: «Sentir, c'est produire». Mmh. Voilà. Et donc, l'imagination et la sensibilité sont des ingrédients essentiels au raisonnement pratique. Mmh mh. Aujourd'hui, ce qu'on a comme difficulté, c'est que pendant très longtemps, dans le système scolaire, jusqu'à nos jours, on a enlevé ce qui permettait d'avoir de l'imagination et de la sensibilité. Maths pure, la philosophie, littérature. Forcément, aujourd'hui, on est dans du pragmatisme dévoyé. Voilà. C'est marrant de revenir, de lier les mathématiques à l'imagination. Ah, Enfin, je trouve complètement. non, mais les on oublie, mais typiquement, enfin, les comment Einstein est arrivé à, sa théorie, c'est grâce à de l'imagination. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, on oublie, les aspects de sensibilité et d'imagination des plus grands inventeurs, et penseurs, de notre époque L'imagination, récente. bah, c'est quoi? C'est la capacité à rendre présent ce qui est absent. C'est fondamental lorsqu'on veut résoudre un problème. Et même plus lorsqu'on veut formuler des problèmes. Lorsqu'on veut formuler des problèmes. Et des problèmes, on en aura de plus en plus. Parce qu'on a aujourd'hui, quand on est un dirigeant ou un manager, entre nous et le réel, on a des écrans. Et donc, pour être capable de saisir le réel, de manière très paradoxale, il faut faire œuvre d'imagination. Et donc, je pense qu'à l'ère de l'IA, le juge de paix ne sera pas les compétences techniques, ça sera la culture générale, pas dans le sens fort en thème, je parle pas de ça, voilà, mais dans le sens être capable de s'orienter dans la pensée et dans l'action, voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'on remette en En odeur lumière, de oui. sainteté toutes ces disciplines-là dont on dit qu'elles ne servent à rien. La poésie, quand on prend par exemple Paul Valéry, que j'adore, qui pour moi est le meilleur professeur de management qu'on puisse avoir, il dit quelque part dans ses cahiers, l'organisation, le produit de l'organisation, la chose organisée, l'organisant sont inséparables. Il vient de résumer 99% de ce qui fait la complexité du management. Voilà. Lorsqu'il dit dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ne rien dire, et il propose à la place de dire des causes à peu près semblables produisent des effets à peu près semblables, mais on est dans du management au fait. Et le fait de penser que les recettes marchent, c'est parce qu'on pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bah non, bah non. Il n'y a pas de recette qui marche dans une organisation parce qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve au fait. Voilà. Et donc oui, la culture sert aussi à ça, sert à faire des ponts Mmh. entre les disciplines parce que dans le réel, tout est lié au fait, absolument tout. Donc oui, pour moi, un vrai praticien, c'est un praticien réflexif. Et je pense que le consultant, le dirigeant, le manager, c'est d'abord une attitude. Gaston Berger résume cette attitude par une belle formule. Voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme. Voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme. Je pense que le travail d'un manager, le travail d'un consultant, le travail d'un dirigeant, c'est ça au fait. Et ça ne varie pas dans le temps. Le fondateur d'Alstom dont je vous parlais dit en 1937, l'ingénieur conseille, le Mmh, mmh. consultant se fait par la technique, se maintient par l'honnêteté et se détruit par le bavardage. 1937. On ne pourra pas faire mieux que cette conclusion. Merci beaucoup Ibrahima. Merci, ma chère Boutaïna. Je vous invite à surtout vous rappeler, ce que nous disait Ibrahima, à cultiver votre imagination, votre culture générale, à aller découvrir au-delà des écrans,
à créer des arbres à palabres, À lire. à lire, à lire, à lire. À chaque fois, on essaye de créer en fait une bibliothèque. D'ailleurs, j'ai oublié de citer parce que normalement, j'ai mon moment lecture. J'ai découvert ce livre de James Sussman sur Travailler la grande affaire de l'humanité aux éditions Champ Essai. Et je trouvais très intéressant la dernière, une dernière question que je pourrais vous soumettre. Pourquoi, à une époque d'abondance sans précédent, sommes-nous toujours aussi préoccupés par la rareté? À vous de poursuivre et de continuer votre imagination à ouvrir des livres qui ne sont pas soumis par les algorithmes, à découvrir des choses qui sortent du commun. Et puis surtout à ne pas oublier de nous laisser des pouces bleus, comme on dit, des petites étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et à vous abonner pour la suite des aventures sur À bout de taf. À très vite.